Elle était au bord du gouffre, poussée à bout par un harcèlement incessant jusqu'à ce qu'un retournement de situation stupéfiant change tout. Les pressions de l'existence étaient devenues insupportables pour ces âmes désespérées, les poussant à chercher une ultime échappatoire ensemble. Élise, vêtue de son emblématique blouson rouge, reçut une alerte urgente et se précipita sur les lieux. Dès son arrivée, elle déconnecta rapidement le tuyau d'échappement du véhicule et ouvrit les portières, laissant les émanations toxiques se dissiper. Sans hésiter, elle se glissa derrière le volant et emmena les occupants dans un voyage inattendu. La voiture accéléra sur l'autoroute, la jauge à essence approchant rapidement le zéro, et pourtant, le moteur continuait de rugir. Le véhicule tanguait sauvagement, tandis que la terreur étreignait les passagers à l'intérieur. Certains commencèrent à retrouver une certaine lucidité, et se tenant au bord du précipice, entre la vie et la mort, ils découvrirent un désir irrésistible de survivre. Leurs supplications pour qu'Élise s'arrête ne firent que la pousser à appuyer davantage sur l'accélérateur. Dans une manœuvre spectaculaire, elle fit pivoter le véhicule de 180 degrés, l'immobilisant au bord d'un viaduc effondré. Les cris des passagers résonnèrent, tandis que leur énergie négative commençait à se dissiper. Élise sortit calmement et s'éloigna. C'était l'œuvre de Serena, une messagère surnaturelle dont le devoir était d'intervenir dans de telles situations désespérées. Elle et son partenaire, Maxime, utilisaient une application spécialisée pour surveiller les niveaux de désespoir des gens. Plus la lecture était élevée, plus la probabilité d'autodestruction était grande. Pendant ce temps, le capitaine Gabriel du service de récupération d'âmes observait un homme blessé avec des yeux froids. L'individu blessé s'agita soudainement et se jeta en avant avec une lame. Gabriel maîtrisa sans effort l'agresseur, révélant que l'homme était déjà décédé. Simultanément, David se tenait sur un pont, contemplant la fin de son existence. Un sans-abri apparut à côté de lui avec des intentions identiques, surprenant David dans ses sombres pensées. Il s'enfuit, mais revint au dernier moment pour empêcher le saut fatal de l'étranger. L'intervention de Serena arriva trop tard, alors qu'elle repoussait les deux hommes du bord. Pendant la dispute animée de David avec elle, le sans-abri saisit l'occasion de sauter. David tenta de le sauver, mais bascula par-dessus la barrière avec l'étranger. À son réveil, David découvrit qu'il était toujours en vie, mais fut horrifié de constater que ses mains étaient devenues translucides. Se retournant, il vit son corps physique gisant immobile sur un lit d'hôpital. À travers la fenêtre, Serena se tenait à l'observer depuis le couloir. Les paroles de colère de David tombèrent dans l'oreille d'une sourde alors que Serena le réduisait au silence d'un claquement de doigts. Elle montra ensuite son identification, se révélant comme une messagère d'un autre monde et chef d'équipe de la division de gestion de crise. Serena expliqua que bien que David ne soit pas mort, il resterait inconscient pendant 3 ans. Pour compenser son erreur professionnelle, elle transférerait sa conscience dans une autre forme. Elle le transporta à la Corporation du Royaume Éternel, l'organisation la plus prestigieuse du monde surnaturel. Ils traversèrent une caverne mystique jusqu'à atteindre une porte qui s'ouvrit pour révéler un royaume d'illumination brillante. Elle l'emmena rencontrer le souverain suprême. Une femme s'approcha et lui offrit un pot de crème dessert qu'il accepta tout en s'enquérant de la forme du souverain. La femme se transforma alors en souveraine suprême du royaume éternel, présentant à David 2 options: rester comateux pendant 3 ans ou travailler pendant 6 mois avant de se réveiller. La réponse de David la surprit, car il croyait qu'il ne s'agissait que d'un rêve, et refusa l'emploi. La souveraine suprême n'eut d'autre choix que d'utiliser des pouvoirs mystiques pour unir sa conscience à sa forme physique. David vit sa mère assise, désespérée, à côté de son corps immobile tandis qu'il restait paralysé. Terrifié par cette révélation, David accepta de devenir un messager surnaturel. Lors de son premier jour, David observa les capacités extraordinaires de Serena. Un livreur, en évitant un piéton, fit s'écraser son véhicule, envoyant sa moto à toute vitesse vers une jeune femme. Serena figea le temps d'un claquement de doigts,
se positionna devant la jeune fille et redirigea la trajectoire de la moto. La jeune fille sauvée possédait un indice d'autodestruction alarmant, déclenché par un roman graphique dépeignant la violence scolaire qui réveilla des souvenirs troublants. Serena réalisa que sauver cette fille nécessitait de résoudre son passé traumatisant. En utilisant une clé de mémoire, elle débloqua les souvenirs de la fille, se transportant, elle et David, dans une salle de classe où la fille effaçait frénétiquement son nom du tableau noir, tandis que des larmes coulaient sur son visage. L'intensité émotionnelle provoqua la fracture de la réalité, les forçant à fuir vers un autre fragment de mémoire. Ils découvrirent que la fille, Sarah, était une camarade de classe de l'artiste Léa. Pendant la période de malheur de Léa, elle surprit la conversation joyeuse de Sarah avec son amie. Victoria, une brute scolaire, traîna Sarah dans une ruelle avec sa bande pour une raclée brutale, créant un jeu tordu. Victoria récupéra un stylo par terre et cliqua dessus à plusieurs reprises. Le lendemain, Sarah ouvrit son casier et le trouva rempli d'ordures et de messages cruels et vulgaires. Par la suite, chaque fois que Léa cliquait sur son stylo, Sarah était forcée de sourire à travers ses larmes, mais le tourment continua. Ils versèrent de la crème dessert sur la tête de Sarah, et lorsque Jessica entendit parler du harcèlement, elle emmena Sarah à l'étage supérieur. Jessica exhorta Sarah à signaler les abus à son professeur principal, mais la peur la paralysa. Victoria arriva bientôt, attrapant Jessica par la gorge et menaçant qu'elle deviendrait la prochaine cible si Sarah parlait. Comprenant intimement la souffrance, Sarah s'agenouilla et s'excusa auprès de Victoria tout en riant inconsciemment et en serrant le stylo. Satisfaite de cette démonstration de soumission, Victoria partit. Plus tard, dans une ruelle isolée, Victoria et une autre fille agressèrent physiquement Sarah, tandis que David et Serena restaient piégés en tant qu'observateurs dans l'espace mémoire. Une intervention les exposerait aux habitants de la mémoire et les piégerait de façon permanente. Incapable de se retenir, David s'avança pour protéger Sarah. Comme prévu, la mémoire se brisa comme du verre cassé et l'espace commença à s'effondrer. Serena attrapa David et ils coururent, cherchant désespérément une issue avant la destruction complète. Ils naviguèrent à travers de multiples scènes fragmentées jusqu'à trouver la porte du train qui les ramena à la réalité. Sarah avait grandi et était devenue productrice de télévision, déterminée à vivre heureuse malgré son passé. Cependant, l'apparition d'une personne la poussa vers la crise. Elle interviewait Léa, qui était devenue une artiste de bande dessinée, créant des histoires anti-harcèlement et publiant des séries sur la violence scolaire. La brute avait oublié sa cruauté, tandis que la victime se souvenait de chaque détail. Après l'interview, Sarah contacta son producteur pour demander l'annulation de l'émission, révélant son histoire avec Léa. Le producteur refusa et la réprimanda. Léa, ayant tout entendu, commença à insulter Sarah tout en cliquant à plusieurs reprises sur son stylo de manière provocante. Incapable de supporter le tourment psychologique, Sarah monta sur le toit où son indice de désespoir atteignit 92%. Debout, au bord du toit, Sarah se pencha en avant, se préparant à sauter et à mettre fin à sa souffrance. Alors qu'elle tombait, de beaux souvenirs de sa vie défilèrent dans son esprit. Peut-être qu'au moment entre la vie et la mort, les gens ne se souviennent que des expériences les plus vraies et les plus belles. Elle ferma les yeux et murmura qu'elle ne voulait pas mourir, les mots exacts que Serena attendait d'entendre. Serena se téléporta sous Sarah, qui avait déjà ressenti la sensation terrifiante de tomber. Sarah regarda Serena avec confusion, alors qu'elle se plaignait de porter des talons hauts tout en effectuant des sauvetages. Malgré les conseils sincères de Serena, les systèmes de surveillance indiquaient que Sarah n'avait pas vraiment échappé au danger. Heureusement, David localisa une star de cinéma que Sarah admirait et réussit à la faire rire, réduisant son indice de désespoir de 20%. Elle revint à des niveaux émotionnels normaux, ne causant plus d'inquiétude. Serena confronta alors Léa, attrapant ses cheveux et l'étranglant d'une main, la forçant à ressentir la douleur de Sarah avant de la jeter au sol.
Léa fut transportée dans la mémoire où Sarah avait souffert, subissant un tourment identique. Elle réalisa ses erreurs passées et implora le pardon, mais la punition continua. La chaîne de télévision rapporta l'histoire de harcèlement de Léa, la soumettant aux critiques du public. Serena avait violé les règlements en arrêtant arbitrairement le temps et en perturbant l'équilibre entre la vie et la mort. La souveraine suprême la punit en lui interdisant l'utilisation de pouvoirs magiques pendant un mois. Toute violation entraînerait que ses pouvoirs lui nuiraient à la place. David était choqué et sans voix, se précipitant pour acheter à Serena un verre dans un café. Un groupe de hackers avait infiltré le système de réseau du monde surnaturel, forçant le personnel du Royaume éternel à s'appuyer sur l'application des employés de l'équipe de crise, ne montrant que les numéros de téléphone et les adresses. Serena n'eut d'autre choix que d'amener 2 autres personnes déguisées en stagiaires pour postuler à des emplois à l'adresse indiquée. L'intervieweur était un homme d'âge moyen, le chef d'équipe de Phoenix Company. Il scruta Serena de manière inappropriée, lui demandant sa taille et son poids tout en affirmant que l'entreprise avait des normes d'apparence pour les employés. Malgré son dégoût, Serena endura ce traitement pour localiser la personne en crise. Grâce à l'observation, ils identifièrent 4 candidats potentiels: Hélène, Robert, Mireille et Lise. Hélène était une mère qui travaillait et qui arrivait souvent en retard en raison de ses responsabilités en matière de garde d'enfants. Pendant ce temps, David surveilla Robert pendant qu'il achetait du café, entendant des gens bavarder sur son apparence. Les commentaires désagréables mirent tout le monde mal à l'aise, alors que David remarqua que l'indice de désespoir de Robert augmentait continuellement. Pendant un repas, le chef d'équipe prit de la nourriture dans l'assiette de Robert, avec des mains non lavées, se léchant les doigts, tout en disant à Robert qu'il était trop gros pour manger autant. Le chef d'équipe se moqua de Robert, affirmant que personne ne serait attiré par quelqu'un d'aussi lourd. Robert resta silencieux. Après que Maxime ait parlé avec Hélène, il sentit que malgré ses difficultés actuelles, elle avait des objectifs personnels incompatibles avec une personne qui planifie de se faire du mal. Serena passa du temps avec la fille de Lise, la trouvant être une mère pleine d'énergie positive qui aimait sa fille et était enthousiaste à l'idée de travailler. Seul Robert était confronté à une honte corporelle constante, quel que soit l'endroit. David sentit que Robert était peut-être celui qui prévoyait de se faire du mal. Alors l'équipe de Serena concentra son attention sur lui. Cependant, pendant un repas, Serena observa les réactions et commença à sentir que la personne visée n'était pas Robert, mais Mireille. Bien que Mireille ait mentionné que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé de bœuf et que la viande avait l'air délicieuse, elle la coupa en minuscules morceaux. Après avoir mangé le minimum, elle alla aux toilettes pour tout vomir. Serena ne pouvait pas comprendre pourquoi Mireille se traitait de cette façon. Au café, Mireille fut l'objet de commérages de la part des gens environnants, des mots durs la rendant furieuse. Maxime vit son indice augmenter continuellement dans l'application. Pendant le repas de groupe de l'entreprise, le chef d'équipe encouragea Mireille à manger, disant qu'une fille aussi mince qu'elle avait l'air sans vie. Il commenta ensuite que Robert était déjà trop lourd et devrait moins manger avant de regarder Serena avec concupiscence et de déclarer de manière effrayante qu'une silhouette comme la sienne était parfaite. David ne put se retenir et bourra de nourriture la bouche du chef d'équipe. Des collègues regardèrent Mireille, lui disant qu'elle avait maigri ces derniers temps et qu'elle devrait manger plus. En entendant ces mots, elle commença à avoir des hallucinations, sentant que ses collègues se moquaient d'elle. Elle s'enfuit du restaurant, tandis que Serena et les autres la poursuivaient, mais ne purent trouver aucune trace d'elle. Le système de réseau du Royaume éternel revint à la normale, mais Mireille avait presque atteint sa limite. Elle courut chez elle et ouvrit le robinet de gaz, s'effondrant complètement et voulant tout finir. David arriva chez elle, ouvrit la porte de sa chambre et ferma rapidement le robinet de gaz avant de transporter Mireille évanouie à l'hôpital.
Serena sentit que David devrait avoir l'occasion de démontrer sa capacité à sauver quelqu'un à sa manière. David demanda à Mireille, allongée sur le lit d'hôpital, pourquoi elle voulait mourir, mais elle ne savait pas pourquoi elle voulait mettre fin à son existence. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle voulait être si mince qu'elle se forçait à vomir. Mireille révéla un secret qu'elle avait toujours essayé de cacher. Elle était très en surpoids et était moquée par ses camarades de classe qui l'insultaient. Elle devint la cible de ridicule parmi ses pairs, avec ses mots humiliants résonnant constamment dans ses oreilles. Les mots durs des jours d'école pouvaient affecter une personne à vie, la conduisant progressivement au désespoir. Parce qu'elle était si lourde, même mettre fin à sa propre vie n'était pas facile. À partir de ce moment, elle devint déterminée à vomir de la nourriture pour devenir plus mince. Maintenant, elle était effectivement devenue plus mince, mais elle ne pouvait toujours pas échapper au commérage des autres. Les femmes enviaient son corps mince, tandis que les hommes la critiquaient pour n'être que de la peau et des os. Mireille voulait prendre du poids, mais chaque fois qu'elle se souvenait de son ancien moi, elle ne pouvait pas le tolérer et finissait par vomir à nouveau toute la nourriture. Ces problèmes la laissaient sans savoir comment faire face à la vie. David dit à Mireille que sa jeune sœur avait vécu quelque chose de similaire. Après avoir rompu avec son petit ami, elle ne pouvait pas contrôler son poids. Au début, elle s'en fichait, mais peu à peu, elle ne supporta plus non plus le jugement des autres. La sœur de David devint sensible, s'enfermant dans sa chambre et refusant de manger ou de boire. Sa sœur était semblable à Mireille, mais la différence était que Mireille avait été soumise au jugement depuis son enfance, devenant progressivement piégée et entourée de critiques et de ridicules. Même si David avait vécu cela, il demanda à Mireille si elle avait déjà envisagé qu'elle se causait elle-même sa propre souffrance. Il conseilla à Mireille de ne pas exagérer la perte de poids, car le corps appartient à soi-même et la santé est la chose la plus importante. Cette déclaration réveilla Mireille alors que les étrangers qui la pointaient du doigt disparurent progressivement. Mireille ne savait pas comment ouvrir la porte de sa prison jusqu'à ce qu'une version d'elle-même apparaisse, pointant sa propre main. La clé de la liberté avait toujours été en sa possession. L'indice de désespoir de Mireille revint à des niveaux normaux, et Serena se tourna pour partir. Le chef d'équipe s'était arrangé pour la rencontrer sur le balcon à des fins inappropriées. Elle ne pouvait plus tolérer cet homme, alors elle sortit sur le balcon, voulant rendre toute la colère qu'elle avait réprimée. Serena lui donna une raclée douloureuse et établit une règle. S'il se moquait à nouveau de quelqu'un, il en subirait les conséquences. Après s'être rétabli, Mireille demanda à Robert comment il avait réussi à retrouver rapidement son sourire lorsque les autres commentaient son corps. Robert répondit sincèrement qu'il ne se sentait pas heureux non plus d'entendre des critiques, mais qu'il était vraiment satisfait de son corps, ce qui lui permettait de retrouver rapidement son optimisme. Quand il était jeune, Robert était extrêmement mince, juste de la peau et des os. Après être tombé gravement malade et s'être rétabli, il réalisa que puisque les gens ne vivent qu'une seule fois, nous devrions ignorer ce que disent les autres. Si nous aimons manger quelque chose, nous devrions le manger. Tant qu'il était en bonne santé et qu'il vivait bien, cela suffisait. Il ne se souciait pas beaucoup des normes corporelles. Robert donna ensuite à Mireille un ensemble d'ustensiles de table. Ayant surmonté son traumatisme intérieur, Mireille l'accepta, essaya de manger un morceau de gâteau et sourit doucement, disant que la saveur était délicieuse. Pendant ce temps, David regarda son certificat de messager surnaturel, demandant pourquoi Serena l'avait laissé gérer la situation de manière indépendante. Serena répondit qu'elle sentait qu'il était parfaitement adapté à cela. C'était la première fois de la vie de David qu'il sauvait la vie de quelqu'un, ce qui lui fit trouver la vie vraiment significative. Gabriel apporta des documents nécessitant des signatures, et même les messagers surnaturels pouvaient créer des cauchemars. Gabriel était perturbé par des cauchemars où son bras était entaillé avec une lame, faisant couler du sang sur son corps. Gabriel se réveilla du cauchemar avec son esprit en panique, se dépêchant de trouver la souveraine suprême pour interprétation. Il voulait savoir ce qui s'était passé pour lui causer une telle douleur.
La souveraine suprême répondit qu'elle ne savait pas non plus, car lui seul pouvait vraiment se comprendre. Gabriel voulait savoir ce qui s'était passé dans sa vie passée. Il entra dans la salle des archives pour chercher son nom, mais le personnel lui dit que la vie passée de Gabriel avait été verrouillée et que seule la souveraine suprême avait le pouvoir de l'ouvrir. Gabriel demanda curieusement s'il y avait quelqu'un d'autre dont la vie passée était également verrouillée. Le personnel dit qu'il y avait une autre personne. Gabriel se demanda quelle relation il avait avec Serena dans une vie passée. Une nouvelle venue le salua, nommée Isabelle, une fille joyeuse et ouverte d'esprit dont la vie passée avait été extrêmement tragique. La souveraine suprême présenta Isabelle à Serena, disant qu'elle travaillerait avec l'équipe de crise pour mener à bien une mission de sauvetage et une mission d'escorte spéciale. La personne que l'équipe de crise devait sauver était Béatrice, et la personne qu'Isabelle devait escorter était Marguerite. Avant que Marguerite ne décède, elle souhaitait revoir Béatrice une dernière fois. Béatrice avait vécu une vie épanouissante, bien qu'étant née pendant la guerre. Lorsque Serena vit la vieille dame, elle nettoyait une statue d'une jeune femme dans la rue. Elle expliqua qu'il y a longtemps, Béatrice avait toujours recherché une compagne d'enfance nommée Grace. Un jour, elle vit soudainement une photo dans les documents imprimés de son petit enfant, de la personne même qu'elle avait eu du mal à trouver. Elle ne pouvait pas imaginer quelle souffrance Grace avait endurée. Chaque fois que Béatrice voyait cette statue, elle l'imaginait comme Grace, se sentant très coupable envers son amie. Elle demanda à Serena si cette personne était encore en vie. Serena lui dit que Grace était déjà décédée il y a longtemps. En entendant cela, Béatrice sentit que le dernier peu de courage qui la maintenait en vie avait disparu. Serena lui dit que dans le mouvement de résistance, il y avait aussi une femme nommée Marguerite qui était sur le point de décéder et souhaitait rencontrer Béatrice. Mais Béatrice sentait qu'elle avait poussé Grace entre les mains de personnes terribles. Serena lui dit que Marguerite n'avait plus beaucoup de temps et qu'elle s'était appuyée sur son fort désir de rencontrer la personne dont Grace parlait pour rester en vie jusqu'à présent. Poussée par une volonté puissante, Béatrice se tenait finalement devant le lit d'hôpital de Marguerite. Lorsqu'elle vit la marque sur le bras de Marguerite, elle eut le cœur brisé. Béatrice regretta profondément d'avoir commis un péché impardonnable. Dans le passé, Béatrice et Grace avaient été aussi proches que des sœurs, grandissant ensemble. Un jour, le père de Grace tomba gravement malade. Sa famille était pauvre et ne pouvait pas se permettre de se faire soigner. Ce malheur soudain rendit sa famille en difficulté encore plus désespérée. Béatrice lut un article de journal disant que l'usine militaire recrutait des ouvriers. Elle apprit d'un enseignant que les conditions y étaient très bonnes. Bien que Grace doive travailler pendant plusieurs années, elle recevrait une grosse somme d'argent par la suite. Cela fit décider Grace d'aller travailler à l'usine. Avant de partir, Béatrice lui donna une écharpe et lui dit de bien prendre soin d'elle. Ni l'une ni l'autre ne savaient que ce serait la dernière fois qu'elle se verrait. Dans sa jeunesse, Grace vécut un enfer vivant rempli d'humiliation et de cruauté. Lorsque la guerre entra dans sa phase finale, Grace reçut un ordre des forces nationales et se sacrifia pour que les autres puissent s'échapper. Lorsque Marguerite s'échappa et retourna dans sa ville natale, elle découvrit que la maison qu'elle avait toujours désirée n'existait plus. Ses parents étaient décédés d'une maladie causée par sa disparition. De plus, les villageois la traitèrent froidement. Les insultes qu'ils lui lancèrent furent comme des milliers de lames perçant son cœur. David et Grace se tenaient à l'extérieur de la chambre d'hôpital. Serena décida de les laisser rencontrer Marguerite afin que la vieille dame ne se sente plus coupable et puisse continuer à bien vivre. Lorsque Béatrice vit Grace, elle ne pouvait vraiment pas croire qu'elle pouvait encore voir une amie qui était déjà décédée. Grace dit que parce qu'elle avait vu Gabriel les sauver des forces ennemies, elle voulait aussi devenir une messagère surnaturelle. Grace n'avait pas pu vivre aux côtés de ses camarades, alors après sa mort, elle voulait les envoyer dans leur dernier voyage. Béatrice fondit en larmes et embrassa Grace.
Le désir et la culpabilité qui s'étaient accumulés pendant tant d'années lui firent s'excuser à plusieurs reprises. Mais Grace ne lui en voulait pas car elle n'avait rien fait de mal. Grace dit que voir Béatrice vivre heureuse la mettait à l'aise. Marguerite avait vécu une vie solitaire et maintenant, à sa fin, elle sourit enfin parce qu'elle allait dans un endroit rempli de la chaude lumière du soleil printanier. Retournant à la maison avec ses amis, ils jouèrent à des jeux joyeux ensemble et tout le monde portait des sourires brillants et heureux. Les messagers surnaturels n'avaient qu'un jour de congé par an et c'était l'anniversaire de leur propre mort. Après avoir terminé son travail, Serena buvait seule dans un bar car demain était son jour de congé. David, inquiet pour elle, la protégeait discrètement à distance. Il regarda le fil rouge sur son poignet et était très curieux de savoir pourquoi Serena avait voulu couper son fil du destin. David vérifia son indice de dépression et le résultat fut de 100%, ce qui le rendit très inquiet pour elle. David alla voir la souveraine suprême pour lui demander si le suicide de Serena dans le passé avait quelque chose à voir avec Gabriel. La souveraine suprême demanda à David ce que Serena était pour lui. Il répondit qu'au début, il pensait qu'elle était très difficile et difficile à approcher, mais maintenant il la voyait comme très capable. Parfois, il voulait même être comme Serena et utiliser toute sa force pour l'aider. La souveraine suprême vit qu'il voulait vraiment comprendre les blessures émotionnelles de Serena. Alors, elle décida de lui montrer la vie passée de Serena d'il y a 400 ans. Dans sa vie passée, Serena avait été une jeune femme riche qui n'aimait pas rester à la maison, préférant aller dans la forêt pour chasser comme un homme. Dans cette même forêt, il y avait un jeune homme qui chassait aussi. Peut-être que leur destin commença par un accident lorsque le jeune homme fut mordu par un serpent. Heureusement, il fut sauvé par Serena et quelques villageois. Par la suite, pour les rembourser, il chassa de nombreux animaux et les offrit. Au fil du temps, les deux développèrent progressivement des sentiments l'un pour l'autre. Lorsque Serena atteignit l'âge du mariage, son père déclara qu'elle était déjà promise avant sa naissance. En apprenant qu'elle devrait épouser un étranger, elle quitta la maison de son père parce qu'elle aimait déjà quelqu'un d'autre et décida d'annuler les fiançailles arrangées. Mais lorsque la porte du mariage s'ouvrit, Serena fut surprise de découvrir que l'homme qu'elle devait épouser était la personne même qu'elle aimait, Gabriel. Ils s'aimaient tous les deux. Après que Gabriel eut réussi l'examen militaire, ils se marièrent. En tant que couple marié, ils se promenèrent dans les rues, tandis que Gabriel, choyant sa femme, choisissait personnellement des bijoux pour elle. Les régions frontalières envoyèrent des nouvelles selon lesquelles les forces ennemies attaquaient leur pays, et Gabriel se précipita sur la ligne de front. Après son départ, des ennemis tendirent une embuscade au village. Serena se battit courageusement, mais fut capturée. À son retour, Gabriel découvrit qu'elle avait été emmenée vers le nord. Pendant ce temps, Serena empoisonna intelligemment les gardes et mena une évasion désespérée. Cependant, lorsqu'elle atteignit finalement sa patrie, elle fut rejetée. Ayant été prisonnière, elle était considérée comme impure. Les retrouvailles de Gabriel et Serena furent amères. La société la méprisait, et même la mère de Gabriel croyait qu'elle avait déshonoré la famille. La douleur culmina lorsque les habitants de la ville la lapidèrent. Son amie Clara mourut en la protégeant. Voyant Gabriel devenir un meurtrier pour la venger, Serena se sentit comme une malédiction. Pour protéger son avenir, elle mit fin à ses jours. Des siècles plus tard, Serena servait de messagère surnaturelle, aidant ceux qui avaient perdu espoir. Gabriel, marqué par le chagrin, travaillait également dans le royaume éternel. Le destin les réunit lorsque la réincarnation de Clara, maintenant une célébrité nommée Luna, fut la cible d'une campagne de dénigrement qui la poussa au bord du suicide. Lorsque Luna courut dans la circulation, Serena figea le temps pour la sauver. Gabriel apparut, non pas pour l'arrêter, mais parce que la scène l'obligea à affronter ses souvenirs refoulés. Il comprit enfin que sa propre vengeance violente était ce qui avait vraiment poussé Serena au désespoir. Avec cette clarté douloureuse, Gabriel rejoignit Serena. Au lieu de laisser la tragédie se répéter, ils brisèrent le cycle.
Ensemble, ils sauvèrent non seulement Luna du mal, mais exposèrent également la vérité derrière les mensonges, restaurant son honneur sans violence. Gabriel accepta volontiers la punition pour les transgressions passées de Serena, trouvant sa propre rédemption. Le passé ne pouvait pas être réécrit et leur amour ne pouvait pas revenir à ce qu'il était autrefois. Cependant, en brisant le cycle de la tragédie, ils trouvèrent un nouveau but. Côte à côte, ils continuèrent leur travail, un partenariat silencieux forgé dans la douleur, mais enfin en paix.